Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, le débat du vendredi pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, 19h30 bien sûr, 23h30 et à redécouvrir sur notre site lcp.fr. Focus ce soir sur cette réforme de l'Assemblée nationale. Elle est voulue par le président François de Rugy, une assemblée pour être plus démocratique, plus efficace, plus moderne. On va essayer évidemment de décrypter ces axes de réforme, un peu comme certains critiquent d'ailleurs le code du travail qui est trop volumineux, trop épais. Le règlement de l'Assemblée serait lui aussi un peu vieillot, il ne serait plus adapté finalement la physionomie, exactement, la physionomie des nouveaux députés En Marche. C'est vrai qu'il y a un nouveau groupe qui est arrivé, de nouvelles personnalités, avec des profils sociologiques très variés. On va revenir sur ces axes de réforme. Il y a 7 groupes de travail qui vont se mettre évidemment immédiatement au boulot. Dès décembre, il faudra des résultats, des premières propositions concrètes. Et puis ce soir, on va bien sûr, au-delà de l'aspect très concret du métier de député, de l'organisation de cette maison, évidemment, s'intéresser à des sujets très sensibles. La proportionnelle, c'est une volonté du président Macron, et puis la réduction du nombre de députés, parce que c'est vrai qu'il est question évidemment de réduire au courbouillon cet hémicycle. Il y aura moins de députés, c'est ce que souhaite le président de la République. On va en parler évidemment dans quelques instants avec mes invités. Avec moi ce soir sur le plateau, François de Rugy. On est ravis de vous accueillir, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale depuis le 27 juin 2017. Vous êtes souvent venu sur le plateau de Ça vous regarde et on vous remercie de revenir ce soir débattre et parler de ces réformes. Je rappelle quand même pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts, puis vous avez été député ici à l'Assemblée nationale. Merci d'être là. À vos côtés, Nicolas Vignol, bonsoir. Cofondateur de mec.org. Vous êtes la génération 2.0. L'idée, c'est de connecter le citoyen avec les députés, avec les élus. On en parlera évidemment. Il y a 11 propositions très concrètes, citoyennes, qui ont été remises et j'imagine que vous allez aiguillonner les groupes de travail pour les éclairer, les ouvrir sur ces questions. Merci d'être là. Avec nous, Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, professeur à Sciences Po, auteur de ces 2 ouvrages, Les grands discours parlementaires, parce qu'il y a aussi l'éloquence au-delà de la réforme. Évidemment, de Mirabeau à nos jours, chez Armand Collin, il est sorti en septembre 2017. Tout frais. Et puis, Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, chez Armand Collin, lui est sorti en mars 2017. Voilà pour être complet. Pascal Bonnefille, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du journal L'Hémicycle. Alors, le numéro de juin-juillet, il est au cœur du débat de ce soir. Regardez, voilà, Génération Macron incarne-t-elle le renouveau démocratique? C'est une bonne question. Une question. C'est vrai qu'il y a eu un premier round, une première session parlementaire avec de jeunes, tout jeunes députés, pas par l'âge, mais par leur expérience. Retour sur la réforme, regardez, avec Rahabika, la volonté, l'esprit de cette réforme, elle nous explique tout. Regardez. Regagner la confiance des Français, c'est l'objectif de cette réforme de l'Assemblée nationale, portée par François de Rugy, dans la continuité de la moralisation de la vie politique. Il sera impossible à tout pouvoir, à toute majorité, quelle qu'elle soit, d'atteindre des résultats, de mobiliser la société, si perdure un sentiment diffus de méfiance, de défiance envers la politique, y compris envers le Parlement. Pour mettre en place la réforme, 7 groupes de travail constitués de 10 députés vont travailler sur différents thèmes, comme le statut des députés, le développement durable ou encore la démocratie numérique. Les Républicains saluent l'initiative. Là, il y a une volonté réaffirmée, elle n'est pas nouvelle, de moderniser. Moi, je dis chiche. À nous, encore une fois, de nous emparer des sujets dans tous les sens et de les faire vivre et de les faire appliquer. Un certain nombre de nos collègues républicains avaient déjà fait des propositions. Ces propositions seront faites dans les groupes de travaux et j'espère simplement que la République En Marche n'aura pas des œillères mais écoutera l'ensemble des formations politiques et notamment les groupes d'opposition. Et c'est bien ce qui préoccupe la France insoumise, ne pas être entendue sur ces travaux. Il dénonce les méthodes employées par la République En Marche depuis le début du quinquennat. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que quand je vois comment est traité le Parlement, qu'il s'agit des ordonnances de la loi travail ou du CETA où le Parlement n'est même pas sollicité pour ce traité de libre-échange qui va entrer en vigueur et qui va modifier nos règles environnementales, économiques, sociales, je suis très inquiète de cette logique. Les groupes de travail devront présenter des propositions dès le mois de décembre. Leurs travaux pourraient servir à enrichir la réforme constitutionnelle prévue pour l'été 2018. D'abord, François de Rugy, on va parler des 7 travaux d'Hercule que vous avez lancés, mais d'abord un mot, juste un mot sur votre vie d'avant. Avant que vous deveniez président de l'Assemblée, vous avez été
député, vous avez été coprésident, donc vous avez vécu dans la salle des machines. À l'époque, j'ai même été vice-président de l'Assemblée nationale. Permettait de se préparer un petit peu. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous heurtait déjà à cette époque sur la manière dont travaillaient les députés? Est-ce qu'il y a des moments où vous disiez mais on peut pas continuer comme ça, là ça ne marche pas? La question de la lenteur de la procédure et de l'idée selon laquelle finalement un député, il y a une forme de prime à celui qui fait le plus d'obstruction. C'est-à-dire qu'on va dire finalement, beaucoup de députés intègrent l'idée qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, vont d'ailleurs souvent un peu pleurnicher sur l'idée les députés n'ont pas de pouvoir, etc. Et du coup, ils pensent que la seule façon soit de se rendre utile, enfin surtout de se faire un peu remarquer, c'est de multiplier les opérations de retardement. C'est-à-dire plutôt que de dire comment est-ce qu'on peut enrichir une loi, la modifier, c'est quoi, c'est initier des lois, c'est après vous toutes avez les formules, une palette. En effet, à la limite ça encore, mais par exemple l'idée que vous puissiez déposer le même amendement 100 fois parce que 100 députés du même groupe vont faire du copier-coller. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut tout simplement se dire que ça s'est aussi multiplié, et un de mes prédécesseurs l'avait dit, Jean-Louis Debré, quand on a pu transmettre les amendements par voie informatique. Parce que évidemment, c'est extrêmement facile d'appuyer sur une touche et de changer simplement un nom dans les gens qui déposent l'amendement, mais le texte est le même. Et c'est la réforme de DFGDF, je crois qu'il avait empilé les amendements qui représentaient une montagne d'amendements. Et là, vous avez, mais on le constate, on l'a constaté encore dans la session extraordinaire du mois de juillet. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui tient à la majorité qui est en place ou d'ailleurs à l'opposition qui est en place. Ce serait un peu une fatalité d'avoir un Parlement qui multiplie ces manœuvres de retardement. Et d'ailleurs, vous entendrez des députés qui vous diront il ne faut pas étouffer le débat parlementaire. Mais c'est pas du débat parlementaire, c'est de la répétition, c'est du mauvais théâtre. Et moi, je l'ai dit. Ça, vous voulez le gommer, vous voulez qu'on accélère. Je pense qu'il faut viser l'efficacité. L'efficacité n'empêche pas le débat. Moi, je dis comment concilier le problème? Il me semble Pascal Bonnefille. Il me semble que c'est le vrai problème. Comment concilier l'efficacité et les droits de l'opposition? Vous parlez de Jean-Louis Debré qui nous a accordé une interview et qui parle, sans vous nommer bien entendu, mais de la rencontre que vous avez eue la semaine dernière, et il dit, moi j'ai dit à François de Rugy, l'Assemblée nationale, elle est là pour défendre les droits de l'opposition. Il y tenait beaucoup, il y tenait énormément. C'est un des groupes de travail. Problème difficile. Donc, comment concilie-t-on? Moi, c'est ça qui me fascine, c'est comment on y arrive. Votre réponse, François de Rugy. Nous avons beaucoup de moyens. Déjà aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses où, de fait, l'opposition est surreprésentée dans le temps de parole. D'abord, les questions gouvernement, parce que c'est moitié-moitié, alors que la majorité a plus de députés. Vous avez également un certain nombre de débats où le temps de parole est égalitaire entre tous les groupes, quelle que soit la taille du groupe. Aujourd'hui, vous avez 5 groupes d'opposition, y compris des petits groupes qui ont 16 ou 17 députés. Ils vont avoir le même temps de parole qu'un grand groupe de 300 députés dans un débat important, structurant. Par exemple, quand on a des débats sur le fait de prolonger une intervention militaire à l'étranger, souvent on fonctionne sur ce régime. Et puis vous avez les commissions d'enquête parlementaire. Vous voyez, ça c'est un exemple concret. Aujourd'hui aussi de pouvoir dont les députés ne se saisissent même pas. Ou les groupes, il y a des groupes qui disent, enfin des députés, il y a des commissions d'enquête parlementaire à la radio, à la télévision, nous demandons la création d'une commission d'enquête parlementaire. Et la phrase d'après, nous ont demandé au président de l'Assemblée nationale que soit créée une commission d'enquête parlementaire. Mais ils n'ont pas besoin de me demander la permission. C'est inscrit dans les droits depuis le précédent mandat. D'ailleurs, vous pouvez déposer une commission d'enquête parlementaire de votre choix sans qu'on puisse interférer sur son contenu. Puis après, moi, ce que je crois, c'est que il n'y a pas de fatalité à ce que, en gros, on dise dans notre République, le président préside, le gouvernement gouverne et le Parlement parle. Le Parlement débat et décide. Et contrôle. On y reviendra. Et contrôle et évalue la politique du gouvernement, de l'État. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui finalement se disent, le Parlement débat, mais décide. Ou en tout cas, il met tellement de temps à décider que ce n'est pas crédible. Jean Garrigue, et je vais donner la parole évidemment à Nicolas Vignol, parce que l'enjeu du 2.0, de la citoyenneté, de la place des citoyens, c'est des enjeux très forts, mais dans les groupes de travail, il y a la question du développement durable, il y a le numérique, il y a les conditions de travail du député, la manière dont il va exercer son métier. Le statut des élus. Et le statut des élus qui est une autre étape, mais même son travail au quotidien. Est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme, elle est aussi liée à l'arrivée de cette nouvelle génération d'élus politiques qui viennent pour certains du monde agricole, de l'entreprise, et qui ne sont pas, je dirais, qui n'ont pas été dans les arcanes de la politique. C'est surprenant quand on arrive ici. Incontestablement, ils apportent un nouveau regard.
une fraîcheur, une efficacité aussi, parce que beaucoup incarnent l'initiative privée, sont des managers, sont des gens de start-up, etc. Managers, donc entreprises. Mais oui, non, mais c'est-à-dire qu'ils ont un esprit d'efficacité. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase qui est pas du tout celle des débuts de la Ve République, où on en est au contraire justement à dire il faut plus d'efficacité, il faut aller plus vite dans la délibération parlementaire, moins de lois sans doute, moins de délibération, mais en revanche peut-être une meilleure préparation en amont et en aval, une capacité de contrôler l'action gouvernementale. C'est là-dessus qu'il faut faire des efforts. On n'en est plus à faire respecter les droits de l'opposition. C'est vrai qu'à l'époque du général de Gaulle, Jacques Chaban-Delmas, qui était président de l'Assemblée nationale, son rôle essentiel, c'était d'essayer de préserver le rôle du Parlement. Aujourd'hui, c'est plus tellement ça. On le voit bien. Il y a eu des batailles d'amendements homériques depuis les années 80 d'ailleurs, des batailles d'amendements qui duraient des jours et des jours. Et on a une procédure aujourd'hui dont on voit bien qu'elle est un petit peu asphyxiée, quoi. Donc, incontestablement, il faut la réformer. Nicolas Vignol, 11 propositions, mec.org. Je vous pose la question pour l'adapter à la nouvelle couleur, nouvelle image de l'hémicycle. Vous vous sentez en phase avec ce groupe, La République En Marche, avec des personnalités effectivement originales, détonnantes, qui ne sont pas dans la couleur de l'Assemblée que l'on connaît depuis 30 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est une forme de renouveau politique? Alors nous, si je peux incarner le temps de ce débat, la parole un peu collective de ces startups, de ces entreprises, mais il y a aussi des associations, des ONG. C'est Civitech qui organise l'écosystème de ce qu'on appelle les Civic Tech. C'est pas encore très connu du très grand public, donc c'est l'occasion aussi pour moi de faire connaître toutes ces entreprises, ces associations qui travaillent depuis des années sur l'innovation démocratique, qui n'est pas quelque chose d'abstrait, qui se traduit par des solutions extrêmement concrètes qu'elles ont travaillées de manière extrêmement précise. C'est du 2.0, pour essayer d'améliorer, d'accompagner dans un élan très positif, très optimiste. On entend beaucoup le dégagisme en ce moment. Nous, on est plutôt sur l'engagisme, pour reprendre ce que le président nous a dit dans nos propres murs hier. Et donc, c'est peut-être un parti pris un peu naïf, mais nous, on croit à l'engagisme. Donc, et c'est grâce aux nouveaux outils. Et c'est plus dur de s'y coller. Donc, nous, et dans ce débat, c'est ce que j'aimerais aussi apporter. Je crois que le niveau de l'ampleur de la réforme qui est annoncée, pour nous, c'est un vent d'optimisme qui s'ouvre parce qu'on y croit. Le niveau qui a été fixé, sans précédent pour vous, au bon niveau. Il est au bon niveau. Et je vais pas raconter mon parcours, mais j'ai rejoint le monde de l'entrepreneuriat après avoir pendant 10 ans beaucoup sillonné l'Assemblée nationale dans différents métiers, y compris de collaborateur d'élus. Donc on vous a reconnu. Il faut être très clair là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu principal, c'est pas le niveau de l'ampleur. On est vraiment aligné sur l'ampleur de ce qui est annoncé. Par contre, le vrai enjeu, faut pas se tromper, il n'y a pas 36 chantiers de notre point de vue. C'est la participation citoyenne. Est-ce qu'une il y en a d'autres dans les chantiers, on va y revenir, mais ça c'est le vôtre. La participation citoyenne, on en parle depuis des années, sauf que aujourd'hui, on est à un moment clé où les solutions techniques, elles existent. Grâce aux applications, donc, grâce à Internet. Notamment, ce sont pas que des solutions tech d'ailleurs. Ce sont des solutions tech, des solutions un peu différentes. Ça peut être une civic tech comme Kawa qui propose, et c'est évidemment à caler très finement avec les députés qui peuvent vivre ça comme une forme d'atteinte à la légitimité. On connaît parfaitement la légitimité qu'est la leur et on n'est pas là pour la remettre en cause, mais on peut organiser à travers tout le pays aujourd'hui de manière très géolocalisée 1000 débats dans des cafés qui sont des lieux aujourd'hui de vie sociale en parallèle des débats parlementaires. J'ai l'impression que vous nous parlez des marcheurs, excusez-moi, c'est espèce de vitalité militante. Excusez-moi, pour finir là-dessus, vous m'interrogiez sur les marcheurs. C'était ma question. On a beaucoup de sympathie pour des dizaines et des dizaines de députés méthodes, qui ont employé des méthodes absolument révolutionnaires, et il faut le dire, on est neutre politiquement, Mec.org notamment et la plupart des civic tech. Alors, il faut reconnaître que cette génération porte un nouveau regard, et c'est aussi l'ampleur de la réforme annoncée et cette génération-là qui nous font croire que le moment est venu pour qu'on les aide, et on a les solutions techniques à proposer. Nicolas Vignol, 11 propositions concrètes, elles ont été remises au président de l'Assemblée nationale, et puis je pense que les présidents de groupe de travail vont évidemment peut-être s'inspirer de vos propositions. Il y en a une, et on a essayé de sculpter un petit peu les cœurs des députés. Elle est très simple en apparence, c'est de permettre aux citoyens de pouvoir poser des questions lors des questions au gouvernement. Alors, François de Rugy, ce ne sont pas des citoyens qui physiquement seront là, ça passe par un filtre, une sélection, c'est des étudiants de Sciences Po, et puis un représentant, un député, posera la question du citoyen. On a fait comme ça, poser la question à quelques députés, puis on vous posera bien sûr la question, François de Rugy, sur cette arrivée de la citoyenneté au cœur de l'hémicycle. Regardez les questions posées aux élus.
Je crois que si on devait imposer systématiquement à chaque séance d'actualité une question citoyenne extérieure, on priverait un peu le parlementaire de sa possibilité d'expression. On n'est pas mis debout ici. On est une assemblée de gens élus par les Français. C'est la représentation nationale. Donc c'est nous qui posons les questions au gouvernement. C'est ainsi qu'est faite la démocratie dans ce pays. On n'est pas dans une espèce d'anarchie totale qui plaît aux écolos dont vient Monsieur de Rugy, mais ce n'est pas ça la démocratie. D'où viendront précisément ces questions? Elles représentent la société civile, mais comment représenter la société civile? Vous voyez, c'est compliqué. Ce sont des questions assez complexes. Donc c'est bien de prendre le temps, en tout cas, d'avoir le débat posé. Mais nous, on se bat pour une 6e République, donc pour une remise à plat bien plus profonde, et pour que ces questions-là soient pas simplement débattues par des groupes de travail de députés, mais mises en débat public et appropriées par la majorité de nos concitoyens. Donc là, vous avez un florilège, une variété. On veut pas de nuit debout, c'est le Front National. Les députés républicains disent attention, notre job, notre légitimité, c'est nous et c'est pas les citoyens. Puis on a Clémentine Autain qui dit il faut aller encore plus loin, parce qu'on doute même du panel citoyen, leur sélection. Qu'est-ce que vous dites ce soir, vous, président de l'Assemblée? Est-ce que vous aimeriez, et j'imagine à l'issue du travail mené par les groupes, avoir cette émanation du citoyen dans l'hémicycle? Oui, c'est assez drôle d'ailleurs ce que dit Clémentine Autain, parce qu'elle commence par dire « Oh là là, une question de citoyen, c'est très complexe, vous savez, il faudra y réfléchir. » Mais enfin, vous savez, nous, on est pour une 6e République construite avec les citoyens et qui remettrait les citoyens au cœur. C'est un peu difficile à suivre comme raisonnement, parce qu'on voit bien qu'il y a souvent un réflexe un peu de méfiance des députés à se dire si on introduit des paroles citoyennes, elles vont nous concurrencer. Moi, je le dis aux députés chaque fois que j'ai l'occasion, et il se trouve, c'est peut-être d'ailleurs un peu le paradoxe, mais moi je pense que c'est logique, que j'ai un peu d'expérience, j'ai 2 mandats d'expérience, et je porte ces réformes de transformation en grande partie parce que j'ai analysé ce qui se passe à l'Assemblée depuis 10 ans. Et je m'appuie sur les forces nouvelles qui sont en effet dans le groupe majoritaire La République En Marche, au groupe Modem, qui est composé également à quasi 100% de nouveaux députés, mais aussi dans d'autres groupes qui sont composés aussi de nouveaux députés. Donc c'est une occasion historique que nous avons, enfin historique, en tout cas c'est un moment particulier dans l'histoire de l'Assemblée nationale, d'avoir une Assemblée aussi profondément renouvelée, donc de pas avoir une majorité de députés qui sont déjà bien ancrés dans les habitudes de l'Assemblée. Et sur un sujet comme celui-là, moi j'en avais entendu parler il y a déjà quelques semaines, puisque m'avait envoyé un courrier à ce sujet. Je dis pourquoi pas. Moi, je veux dire, après, d'ailleurs, on pourra se poser la question ensuite de savoir si les questions sont si différentes que cela. Oui, quand c'est intéressant. Ou quand c'est les députés. Ce qui est sûr, c'est que la formule des questions au gouvernement, moi, je pense qu'elle est importante. Alors, moi, je ne suis pas, vous avez dit tout à l'heure, il faut peut-être faire moins de lois. Je suis même pas sûr, moi, qu'il faille faire moins de lois. On l'a souvent entendu. Moi, je pense que, oui, inflation législative. Il y a des lois qui sont trop longues. Exactement. Déjà des lois qui sont épaisses. On met tout dedans. Mais en revanche, moi, par exemple, je défends pas mal l'idée, j'ai essayé de le faire quand j'étais député, dans la majorité, dans l'opposition, des propositions de loi à objet unique en quelque sorte, c'est-à-dire on cerne un problème, on le traite et on a une réponse. Et ça, les députés, ils n'ont pas besoin de toute l'expertise des services de l'administration et du gouvernement pour le faire. Eh bien, là, sur les questions au gouvernement, c'est utile les questions au gouvernement. Toutes les semaines, le gouvernement est un peu sur le grill et est interpellé par des députés de la majorité de l'opposition. Et à découvrir sur LCP d'ailleurs. La formule s'est un peu essoufflée parce qu'on a 15 questions. Et honnêtement, je peux vous le dire, notamment dans les grands groupes, il y a quand même des fois où on se creuse un peu la tête pour poser des questions. Ça, c'est honnête de le dire. Bah oui, c'est vrai qu'il y a faut le dire. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Et donc, il y a parfois des questions, vous savez bien, qui finissent soit par être très téléphonées. Monsieur le ministre, vous avez fait une conférence de presse ce matin. Est-ce que vous pourriez nous redire ce que vous avez dit dans la conférence de presse? Bon, c'est pas d'un très grand intérêt pour informer les citoyens. Peut-être juste pour bien expliquer la question citoyenne. On s'est trompé ou Non, c'est pas du tout déformé. C'est exactement ça. Par rapport aux réactions des députés, pour que ce soit vraiment très clair, on a fait ça vraiment avec une vraie réflexion sur à la fois un respect de l'institution et des prérogatives des députés. C'est notre proposition est solide. On sait que ce sont les représentants qui ont une légitimité particulière. Ils ont été élus. Ça, on ne l'ignore pas. Et donc ça, on ne les dépossède d'aucune façon. Nous, ce qu'on dit, c'est que la technique qu'on maîtrise désormais, c'est qu'on est capable de faire une consultation qualitative de très grande ampleur. On parle de millions de citoyens qui, via une plateforme numérique, peuvent être consultés. Est-ce qu'on s'en prive? C'est ça aussi. Excusez-moi, ça peut faire Pascal Bonnefille et Jean Garrigue. Pascal Bonnefille et Jean Garrigue, ça peut faire peur
peur aux élus, ça? Parce que c'est vrai évidemment que que je cette comprends. dynamique démocratique, moi, l'élu va se dire, moi je comprends. Alors, vous avez aussi interrogé peut-être j'allais dire des vieux de la vieille, ils me pardonneront, hein, mais que j'ai leur âge. Donc, voilà. Pas plusieurs nouveaux députés. Il y a quelques nouveaux députés. Mais ce que vous voyez, Sébastien Chenu, notamment. C'est normal. Je comprends quelque part le député qui se dit, on va prendre, déjà, j'ai pas grand chose. Le président nous le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, j'ai pas de pouvoir, j'ai rien, etc. Et en plus, on va m'imposer des questions qui viennent de l'extérieur. Donc, je comprends qu'il y ait cet effet un peu, oulala, défensif, corporatiste, allez, disons le mot, et pas toujours dans le bon sens, mais ce que nous explique ce jeune homme, que je trouve c'est extraordinairement intéressant, de se dire, et si c'est une question posée par plusieurs millions de personnes, elle a une certaine légitimité, mais il faut qu'elle soit portée par un élu du peuple aussi, bien entendu. J'imagine que votre idée, c'est pas d'arriver avec un drapeau dans l'hémicycle en parlant. Jean Garrigue, voilà. On change d'air, on est en train de changer d'air. C'est un retour aux sources de la démocratie. Bah oui. Vous savez, c'est Périclès. Je suis l'historien ici, mais non, mais Périclès, ça fait sans aller jusqu'à Périclès, la Révolution française, les pétitions au 19e siècle, les gens venaient déposer des pétitions, bon, et ça nourrissait le débat politique en permanence. Alors là, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Moi, j'ai jamais été un chaud partisan des questions d'actualité, parce que je trouve qu'elles tournent un peu trop. Ben, on le disait, François de Rugy le disait, ça tourne bien souvent des choses un peu conventionnelles, soit beaucoup de démagogie, et ça peut donner une image. Théâtralisation qui donne une image, mais qui l'a donné beaucoup d'ailleurs dans le petit rituel d'alternance qu'on avait droite-gauche, qui a donné l'image de quelque chose de très simple et de très démagogique. Oui, c'est le mot, je crois, qu'on peut dire, ou presque un peu populiste. Donc, amener peut-être cette fraîcheur et puis cette légitimité populaire à ces questionnements-là, c'est-à-dire sortir un peu du petit jeu, j'essaye de te mettre en difficulté parce que il y a eu un article du Canard enchaîné le matin, etc. Moi, je pense que ce serait vraiment un souffle d'air frais très, très bénéfique. François de Rugy, il y a des groupes de travail sur la manière dont doivent travailler les députés. Il y a eu un débat important, évidemment, sur la question des rémunérations, sur la question de l'IRFM. Pour ceux qui nous regardent, ce sont les indemnités de représentation de frais de mandat. Et quand on observe cet IRFM et le salaire du député, on s'aperçoit que l'IRFM est légèrement supérieur, c'est-à-dire les frais, au salaire du député. Est-ce que sur cette question très sensible des rémunérations et des avantages des députés, vous dites qu'il y a quand même une anomalie? Est-ce que vous souhaitez que les groupes de travail s'intéressent aussi à cette question pour peut-être rétablir et mettre un salaire un tout petit peu plus élevé que les frais de représentation de mandat, sur lesquels il y a eu quelques abus, quelques dérapages? Alors, il y a deux choses différentes, parce que souvent, malheureusement, les deux sont assimilés. D'ailleurs, vous entendrez des gens dire un député gagne 10 000 euros par mois, parce que on va additionner l'indemnité, qui est d'environ 5 000 euros par mois, net, et les frais de mandat, qui sont du même montant, mais qui sont là pour financer les moyens de travail. Un député a une permanence dans sa circonscription, certains en ont même plusieurs, parce qu'ils ont des circonscriptions très vastes, ils circulent, ils se déplacent, ils communiquent, un journal de député, tout ça a un coût. Et tout ça, c'est avec l'IRFM, cette indemnité représentative de frais de mandat, qu'on le finançait jusqu'à présent. Ce système va être profondément changé. L'IRFM, d'ailleurs, formellement, va être supprimé. Et c'est la loi de juillet dernier qui l'a décidé. Et nous aurons un système qui sera contrôlé, où il y aura de la traçabilité des dépenses, il y aura une transparence aussi de l'utilisation des moyens. Mais il y aura toujours des moyens. Moi, je le défends, cette idée, les députés ont besoin de moyens pour travailler. Je dis même, et donc ils se plaignent d'ailleurs parfois, pour les tenants de la démagogie, qu'il n'y a pas assez de moyens aujourd'hui matériels, de collaborateurs aussi, de moyens humains pour travailler avec les députés. Et je prends la comparaison de l'Assemblée en Allemagne, Bundestag, 5 collaborateurs en moyenne, environ 5 collaborateurs, ce qui donne entre 2 ou 3 en France. C'est ça, et un salaire légèrement plus élevé, une capacité à travailler. Nous, on réclame qu'est-ce que vous dites, moyens, les citoyens, qu'est-ce qu'ils disent? Ça va vous surprendre, mais nous, en tout cas, le collectif qui travaillons depuis des années sur un renforcement des moyens donnés aux politiques d'exercer un vrai contrôle, notamment sur le gouvernement, et quand on croit à la démocratie de plus en plus parlementaire. Mais bien sûr que ça se paye. Chacun le sait. Un député, le Congrès américain est le Congrès le plus puissant au monde. Exactement. On compare souvent avec les ils ont des serveurs extrêmement élargis. Alors avec toutes les dérives que peut parfois ils flirtent avec la plutocratie parce que c'est des millionnaires, mais ils ont des moyens qui font que quand le Congrès et les moyens d'investigation d'un parlementaire américain, je peux vous dire qu'il est craint par l'administration. Enfin, ça c'est su. Et donc nous qui venons de la société civile et qui voulons avoir des relais puissants
les relais puissants naturels des citoyens, ce sont les parlementaires. Donc tout ça est une logique. Donc nous, on appuie fortement le fait que ces moyens soient renforcés. François de Rugy, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont pas politiquement corrects. Parce que quand on parle du salaire des députés, et Jean Garrigue nous je ne veux pas éluder votre question sur l'indemnité du député. Vous dites le salaire. Moi, d'ailleurs, ça me choquerait pas du tout qu'on dise le salaire. Oui, on dit indemnité. Formellement, on considère que les députés n'ont pas un statut de salarié. Ce n'est pas une question pour moi qui est à l'ordre du jour. Je sais très bien que si les députés se saisissent de cette question et éventuellement avaient une revendication d'augmentation de leur indemnité, tout le reste du débat disparaît. Là, c'est tout ce qu'on dit sur la réforme de l'Assemblée, la procédure législative, tout ça. On ne parlera plus que de la question. Donc vous voulez pas tomber dans le piège, vous avez dit. Je n'en veux pas. En revanche, si dans un futur mandat où il y aura moins de députés, etc., et les gens qui veulent se poser la question, je pense qu'à ce moment-là, il vaudrait mieux d'ailleurs que ce soit des personnalités extérieures, que ce ne soit pas les députés qui disent « Ah bah tiens, on va réfléchir à notre niveau de rémunération, puis on va le fixer de telle ou telle façon ». C'est ce qu'ont fait les Britanniques à une époque. C'est une commission extérieure qui a dit comment on peut évaluer ce qui est une bonne indemnité pour un député et qui lui permet d'être indépendant. Moi, je suis pour l'indépendance des députés vis-à-vis des forces de l'argent, notamment. C'est pas le cas. Pression des lobbies. Voilà. Absolument. Et donc, ça, mais là, dans la réforme que nous menons, je considère que cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. Jean Garrigue, l'histoire. L'indemnisation des députés, c'est venu, alors, pardon, là encore, je reviens au passé, mais c'est venu justement de la démocratisation, de la nécessité d'amener un nouveau personnel politique à qui il fallait donner des moyens, bien sûr, forcément, et à qui il fallait justement donner une autonomie par rapport à ceux qui avaient de l'argent, qui étaient des aristocrates ou des bourgeois d'affaires. Alors, je parle du ceux qui avaient les moyens de payer la politique. Aujourd'hui, alors là, il y a un défi d'explication parce que, mais c'est presque, on trouve ça un peu dans tous les champs de la rénovation parlementaire. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez tout le filtre médiatique et ce vieux fond d'antiparlementarisme qui fait que on va se focaliser en disant oh là là, voilà, ils vont encore gagner plus d'argent, qu'ils dilapident avec des emplois fictifs et autres. Et puis d'autre côté, il y a la réalité du travail parlementaire où on a besoin effectivement, où il faut expliquer qu'on a besoin de plus de moyens. Genre, on ne peut pas demander à un parlementaire d'être face à des sujets qui sont de plus en plus techniques et puis sur des tonnes de diversité, de choses, etc. Et avoir deux assistants qui vous font de la doc, bien sûr, mais comment faire? Donc moi je pense que si on veut vraiment un parlement de qualité, avec des débats de qualité et avec une controverse, parce que c'est aussi à ça que ça sert, il faut qu'il y ait des gens qui puissent travailler avec les députés et les sénateurs. On va entendre Marine Le Pen dans quelques instants, parce qu'elle se plaint, on y reviendra, que évidemment les députés non inscrits donc du groupe Front National ne sont pas parmi les 7 groupes de travail, et on va vous entendre. Mais un petit mot sur le statut des collaborateurs, parce que dans les 7 groupes de travail, il y a une réflexion qui sera menée sur le statut donné aux collaborateurs. C'était des revendications longues, successives, régulières des collaborateurs ici à l'Assemblée nationale. Ils sont très nombreux, près de 2000 collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous envisagez pour ces collaborateurs? Il y a eu en effet des associations, des syndicats même de collaborateurs qui ont revendiqué un certain nombre de choses ces dernières années, qui ont d'ailleurs obtenu à la fin du mandat précédent, et c'est une première, qu'il y ait un cadre de négociation sociale collectif. C'est-à-dire que l'Assemblée est devenue une branche, comme dans il y a des branches professionnelles avec les représentants des députés employeurs et les représentants des collaborateurs. Il y a eu d'ailleurs lors du débat du mois de juillet sur justement le rétablissement de la confiance dans l'action politique, enfin en tout cas cette loi dite de moralisation de la vie politique, un certain nombre d'amendements qui portaient sur le statut des collaborateurs, qu'il n'était pas raisonnable objectivement d'adopter comme ça à la va-vite dans une loi en plus, alors que ce sont des choses qui relèvent de l'organisation de la vie. Donc, évidemment que les associations et syndicats de collaborateurs seront auditionnés, pourront contribuer autant qu'ils le veulent à ce travail. Et c'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'il y ait un groupe de travail qui soit consacré exclusivement à ce sujet, ce qui n'était là également jamais arrivé. Nicolas Vignol, avant d'entendre Marine Le Pen, les collaborateurs, parce que vous avez évoqué l'idée tout à l'heure que vous connaissiez la maison. C'est juste la fibre. Je peux pas. Enfin, j'ai été 5 ans assistant parlementaire. Donc c'est pas un réflexe corporatiste parce que voilà. Racontez-nous aussi votre expérience. Nous travaillons, je travaille pour Jean-Jacques Urvoas et nous travaillons ancien garde des Sceaux et président de la commission des lois ici à l'Assemblée. Voilà. Et voilà, le collaborateur parlementaire, il est dans l'ombre.
il doit rester dans l'ombre. Il fait un travail qui dépasse largement le fait de rédiger quelques notes. Il peut être aussi bien celui qui réserve un taxi, qui réserve un hôtel. Il faut pas avoir d'ego, mais qui rédige aussi une note, qui porte des amendements auprès de son parlementaire. Enfin, c'est un travail, vraiment un vrai travail. Qui peut conseiller, et ce n'est absolument pas une critique dans ma bouche, mais il y a des avancées substantielles qui doivent être faites assez vite, dans le sens où la première maison qui devrait être bien ordonnée, c'est la maison du législateur, et que d'un point de vue strict du Code du travail, c'est une aberration. Le statut des collaborateurs parlementaires. Je ne dis même pas, je pousserai pas une ou l'autre de leurs revendications. Je dis juste qu'il faut mettre bon ordre à la manière dont est conçue d'où l'intérêt d'un groupe de travail. Hein. Tout ça est baroque. Si on veut moderniser l'Assemblée nationale, la relation employeur qu'est le député, mais avec une gestion des contrats par l'Assemblée, et tout ça, c'est même pas une critique vis-à-vis de mais on a bien entendu. Il faut mettre de l'ordre là-dedans, ne serait-ce que pour ces personnes-là qui, du coup, tous les 5 ans se retrouvent à la rue. Pour partie d'entre eux, savent pas vraiment de quoi ils dépendent, à quoi ils ont droit. Enfin, moi, j'ai plein de copains et de copines, et je leur passe un message à cette occasion, qui aiment cette maison, et qui se retrouvent à la rue sans savoir vraiment comment rebondir. Rajouter, parce que vous parliez tout à l'heure de management, de modernité, d'efficacité. C'est vrai qu'on a quand même on crée une branche. On a le sentiment que sur l'organisation de la vie de l'Assemblée, on a quitté le XXe siècle pour rentrer dans une maison moderne, structurée. C'est typiquement cet exemple des collaborateurs parlementaires. Si vous voulez, il faut savoir que maintenant leur formation, c'est une formation exceptionnellement bonne et structurée. J'en parle. Il se trouve que moi, à l'université d'Orléans, on a une formation d'assistants parlementaires, de collaborateurs d'élus comme ça. Et je peux vous dire que en ce qui concerne la maîtrise du droit, de la gestion, de l'éloquence, de la communication, ils sont très très bien formés. On a pu avoir, le grand public a pu avoir une image un peu déformée de tout ça avec les affaires qui ont éclaté, mais en réalité, ce sont des gens extrêmement compétents. Donc je pense qu'ils méritent effectivement un statut, des filières d'intégration, enfin tout ce qu'il faut pour à l'hémicycle, on va d'ailleurs féliciter, récompenser chaque année le prix collaborateur parlementaire et une collaboratrice, parce que je trouve qu'il n'est pas normal que, alors certes, ils sont dans l'ombre, c'est leur métier, mais je trouve qu'il y a des collaborateurs parlementaires de très grande qualité et que personne ne connaît, et c'est souvent injuste. Bon, c'est important de faire aussi ce clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, sur le travail mené par ces femmes et hommes de l'ombre qu'on croise évidemment ici à l'Assemblée nationale. Retour à la politique dans l'émission de Frédéric Aziza, question d'info. Marine Le Pen s'est exprimée aussi sur elle a parlé de beaucoup de sujets bien entendu, et ce dossier Philippot en première ligne bien entendu, mais aussi sur cette réforme de l'Assemblée que vous menez. Elle n'est pas contente, Marine Le Pen, écoutez-la. On voit quand même les procédés tout à fait antidémocratiques de François de Rugy, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il a organisé hier des groupes de travail sur la refondation du fonctionnement de l'Assemblée. Il en a exclu les députés non inscrits. C'est une véritable honte. Des millions, encore une fois, de Français ont été mis de côté, et il considère ceux qui n'appartiennent pas à un groupe comme des sous-députés. C'est indigne. Indigne. Elle est en colère. Elle aimerait en fait, au-delà de ce débat des groupes de travail, que le Front National finalement soit mieux représenté dans l'hémicycle, puisqu'il ne représente pas finalement les électeurs qui auraient voté pour son parti. Oui, on mélange beaucoup de choses. D'ailleurs, les élus du Front National disent on met 11 millions d'électeurs de côté, alors que le Front National n'a pas recueilli 11 millions de voix aux élections législatives. Mais je vois que beaucoup de gens qui ont perdu les élections, d'ailleurs, ont du mal avec les chiffres. Bon, c'est ainsi. Ça a augmenté leur plus sérieusement, parce que c'est un sujet sérieux. Les députés non inscrits, ils sont 17 à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que même s'ils se mettaient tous ensemble, ils auraient même du mal, il serait juste 2 députés au-dessus d'un groupe à 15. Il se trouve que parmi ces 17, vous avez des sensibilités aussi diverses que l'extrême droite, donc représentée par le Front National, mais il y a une députée d'extrême droite qui n'est pas du Front National, et qui est, si je l'ai bien compris, assez fâchée avec le Front National. C'est ça. Il y a Monsieur Lassalle, dont je serais bien incapable de dire s'il est à gauche, à droite, au centre ou ailleurs. Il y a 3 députés nationalistes corses, il y a 3 députés du Parti radical de gauche, impossible et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une entité politique. Les non-inscrits, c'est par définition, s'ils sont non-inscrits, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent dans aucun des groupes parlementaires et qu'ils ne sont pas assez nombreux pour faire un groupe. Elle réclame un groupe à 10. Marine Le Pen dit je voudrais un groupe à 10. Marine Le Pen, ou en tout cas, certains de ses amis revendiquent en effet d'abaisser le seuil de constitution d'un groupe de 15 à 10, mais sachant que les députés Front National ne sont pas 10, ils sont 8. Donc si vous voulez, c'est un peu un faux débat. La vérité, c'est que dans les débats parlementaires, si les députés non inscrits veulent s'exprimer, ils peuvent le faire exactement de la même façon que
les députés qui sont dans un groupe, sauf dans certains éléments de discussion générale. Vous pouvez déposer autant d'amendements que vous voulez, vous pouvez vous inscrire à ce moment. Honnêtes, et d'ailleurs, ils l'ont fait on pour les certains. a pas beaucoup entendus. Pour toute personne qui regarde des débats, on a été même surpris par cette absence. En revanche, pour ce qui est des groupes de travail que j'ai lancés, moi je leur ai dit et je leur redirai s'ils le souhaitent. Par ailleurs, ils ne m'ont jamais demandé à me rencontrer et ils n'ont jamais, alors que d'autres l'ont fait, et je les ai reçus, et que par ailleurs ils n'ont jamais fait la moindre proposition. Bon, mais s'ils veulent en faire, ils pourront le faire, non seulement par écrit, et ce sera étudié, ce sera versé d'ailleurs comme contribution des députés, de même qu'il y aura des contributions aussi de la société civile, et ils pourront même participer, assister aux réunions des groupes de travail. Donc si vous voulez, comme les autres députés d'ailleurs qui ne sont pas, parce que dans chaque groupe de travail il y a 10 députés, il y a 7 groupes, ça fait 70 députés sur 577. Tous les députés ne participeront pas évidemment à tous ces groupes de travail, sinon on n'y arriverait pas. Jean Garrigue, pour clore cette dernière partie d'émission, c'est important parce que j'ai lu que dans les travaux, donc certaines propositions allaient arriver à partir de décembre, il y avait 2 autres dossiers, et le travail des députés allait peut-être nourrir le débat sur la proportionnelle et sur la réduction du nombre de députés. 2 sujets majeurs qui avaient été lancés par le président de la République pendant sa campagne. La proportionnelle, c'est bon ou c'est pas bon? C'est utile? Est-ce que la France est prête à cette réforme? Ça, c'est la question que pose en fait Marine Le Pen, sauf que elle joue un petit peu sur les mots et sur les situations, parce que et elle se trompe de responsable. Elle se trompe de responsable. C'est pas de scrutin. Je suis même plutôt un partisan de la proportionnelle. Oui, j'allais y venir. Donc on est à côté de la plaque. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai problème la proportionnelle, parce que il y a une sous-représentation excessive, on va dire, d'un certain nombre de partis politiques en France, que ça soit l'extrême droite, le centre, etc., les écologistes. Donc, forcément, il y a une réflexion à faire. La proportionnelle, elle existe sous des formes plus ou moins différentes ailleurs, en Allemagne, etc. Donc je pense que forcément, là, c'est une réflexion. Il me semble qu'Emmanuel Macron s'est engagé dans cette voie pendant la campagne présidentielle. Ça fait partie des... Et il faut rappeler, et je rappelle que un député, c'est un représentant de la nation. Donc il y a un débat, hein, Jean Garrigue. Ah non, on n'a pas de débat. Non, mais c'est la définition constitutionnelle. C'est-à-dire que ceux qui vous disent que la proportionnelle, créerait des députés hors sol, qui n'auraient plus de contact. Mais là, c'est un faux débat, parce que le député, il est censé représenter non seulement sa circonscription, mais aussi l'ensemble des Français. C'est là où je lançais le débat. Territoire et nation. Oui, mais vous avez aussi une autre assemblée qui, a priori, dont la vocation est de défendre les territoires, qui est le Sénat. Le Sénat. Donc on peut, là aussi, c'est un argument supplémentaire en faveur d'instillation de proportionnelle. Après, installation quand même. Hein, c'est toujours la question du dosage. Voilà. De la proportionnelle. Parce que vous avez aussi une culture qui est une culture du scrutin uninominal majoritaire. Absolument. Et donc c'est avantage aussi parce que ça permet de gouverner un peu plus facilement. Et ça permet de créer des majorités. Donc sans coalition. Il faut trouver le curseur. Nicolas Vignol, sur les citoyens dont vous dites que vous êtes en possibilité, grâce à des applications, grâce à Internet, de mobiliser, qu'est-ce que disent les citoyens? Est-ce que c'est une revendication forte, cette question de la proportionnelle? C'est-à-dire faire émerger à sa juste valeur les partis politiques engagés dans les élections? Enfin, honnêtement, le mode de scrutin, c'est un débat intéressant entre nous. Oui, mais pas. Non, mais je voulais vous entendre. Là, on perd les gens complètement. Oui, complètement. C'est mon avis. Non, mais on l'a pas testé, mais ça remonte pas des consultations que Mec.org a pu conduire jusqu'à présent depuis 1 an. Hein, c'est pas ces sujets-là. On a 15 000 propositions en stock et on va en générer des dizaines de milliers dès la rentrée, puisqu'on va susciter une douzaine de grands débats sur notre plateforme. À jamais quasiment le mode de scrutin n'est évoqué, même effleuré, c'est-à-dire c'est pas ça. On est vraiment sur une demande. Je suis vraiment désolé, mais non, allez-y. Les gens, en fait, on vit un moment très particulier. Les gens sont prêts à s'engager. C'est juste qu'ils demandent comment. Donc ils sont prêts à s'engager sous différentes formes. Donc moi je vois 3 grands chantiers pour aller très vite sur cette participation citoyenne pour cette maison qu'est l'Assemblée nationale. Soit on les aide à co-construire la loi. Il y a des plateformes qui ont déjà commencé à mettre des choses plus ou moins, et l'Assemblée peut s'en emparer. Soit il y a un deuxième grand domaine qui est on aide le dialogue en circonscription entre le député et les habitants de la circonscription pour mieux le faire connaître, mieux faire connaître son travail. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont matures. J'ai vu que vous souhaitiez qu'on puisse parler directement à son député sur une application. Il y a un risque, parce que évidemment il n'y a pas que des gens qui apprécient les hommes politiques quand même. Mais il y a ce risque dans la vraie vie. C'est vrai. Là, le biais
biais technologique, il existe, mais il n'est pas beaucoup plus important que de se faire alpaguer sur le marché c'est vrai, les dimanches. Physiquement, en allant faire ses courses. Aussi. Et donc, le troisième participation citoyenne, il n'y en a pas 36, il y a vraiment 3 chantiers. C'est 2 premiers que j'ai cités. Et le troisième, c'est comment, et c'est la vocation de Make.org, comment les millions de citoyens qui vont s'exprimer sur notre plateforme, on peut, d'une manière ou d'une autre, aider l'Assemblée à leur permettre un débouché, une expression. Ouais. Donc de faire bouger les lignes. Oui, alors on parlait de la question citoyenne au gouvernement, par exemple, c'est une idée qu'on a, cette captation de millions de gens. À un moment, on sélectionne 5 questions dans la semaine qui sont apparues comme les plus populaires. On ne tranche pas dans les 5, on les remet à l'Assemblée nationale, puisque c'est pas à nous d'éditorialiser. On sait ce qu'est la question d'actualité. Et à eux de choisir par groupe tournant. On donne, et c'est les groupes politiques, en respectant un proportionnel, chaque semaine, qui auraient le droit à une question citoyenne, à charge à eux de choisir parmi les 5 qui ont été les plus populaires par Liberté au groupe. Et ils se font, à travers un député de leur groupe, le porte-voix de cette question citoyenne. Et le citoyen, c'est une vraie personne qu'on peut tracer, dont on peut donner le prénom, l'âge, la localisation. Je ne veux pas que l'émission se termine sans reparler de cette proposition de loi de juin 2015, où vous aviez déposé cette proposition, alors en votre nom, mais au nom du groupe que vous représentiez, visant à réduire le nombre de députés, passant de 577 à 450. Et quand on lit l'intitulé de cette proposition, vous dites, c'est une manière de rapprocher le citoyen des élus. Expliquez-nous en quoi le fait de réduire le nombre de députés rapproche le citoyen de ses élus. C'est surtout d'envoyer un signal clair que justement les députés, les élus ne sont pas dans un réflexe corporatiste où ils défendraient le statu quo. Or, ces dernières années, moi je suis au regret de le constater parce que je l'ai vu dans beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, dès qu'il s'agit de questions qui touchent directement au statut des élus, et il y a le sentiment qu'il faut toucher à rien. Le non-cumul des mandats, on a attendu 5 ans, c'est-à-dire que ça a été voté en 2012 et appliqué seulement en 2017. Et certains voulaient d'ailleurs reporter l'application. Et des gens de gauche et de droite. Pareil sur la transparence, pareil sur les collectivités locales. Dès qu'on veut toucher aux compétences des uns et des autres, ah non, pas touche à mon département, pas touche à ma commune, pas touche à... Ils ont d'ailleurs des badges, etc. Bon, c'est un signal qui est envoyé aux Français. On demande aux Français de changer. Mais tout le temps, depuis toujours, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de l'écologie. Moi qui suis un écologiste, évidemment qu'il faut des changements de comportement. Bon, et alors, les élus, eux, ah non, et il faudrait que rien ne bouge. Alors, moi, je pense que c'est un signal clair. On dit qu'il faut plus d'efficacité. Vous savez qu'en France, au-delà de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a 500 000 élus locaux, plus de 500 000 élus locaux. Bon, est-ce que c'est toujours nécessaire, etc. Voilà, de même que dans d'autres domaines, on dit oui, on va bouger nos organisations. C'est surtout ça pour moi, le signal que l'on envoie. Et puis ensuite, après, ça a une conséquence concrète, c'est que s'il y a moins de députés, là, on peut clairement se dire, il y a plus de moyens pour chaque député. On a une Assemblée nationale qui, avec le même budget, aura plus de capacité d'action. Pareil pour le Sénat. Et les sénateurs, d'ailleurs, le président actuel du Sénat est soumis à renouvellement dans quelques jours, mais m'a dit qu'il était d'accord également sur le principe. Voilà. Et ça, je pense que ce serait des bons signes que la transformation l'Assemblée nationale ne passe pas à côté des transformations qui ont lieu aujourd'hui dans notre pays. Juste avant de nous quitter, le président écologiste, j'ai vu qu'il y avait un groupe de travail sur le développement durable. Est-ce que vous avez une piste de réflexion ce soir à nous dire, je sais pas, sur le recyclage alimentaire, sur les panneaux solaires, sur qu'est-ce que vous avez envie de faire ici à l'Assemblée et dans le Palais pour dire, ce Palais est vert. Je pense, qui me paraît le plus important, mais j'ai demandé à ce que d'ailleurs le groupe de travail fasse d'abord une forme d'audit de la situation, mais c'est le couple infernal chauffage-climatisation qui est en général une source de dépenses très importante du point de vue financier, du point de vue budgétaire et qui par ailleurs a un impact sur l'environnement, la question du climat qui est évidente. Et ça, n'importe quel député, fonctionnaire, assistant parlementaire qui fréquente l'Assemblée se rend compte qu'il y a quand même sans doute un problème de ce côté-là. Mais comme souvent dans des vieux bâtiments, etc. Et la préoccupation, elle est déjà intégrée sur l'isolation, mais il faut aller plus loin et il faut qu'on soit plutôt à la pointe qu'à la traîne. Un potager bio dans les jardins de l'Assemblée. On en a déjà. Je vous invite à y venir. Je n'ai pas vu. Les arrangements. C'est vrai. Avant de nous quitter, François de Rugy, il y a une rentrée qui se prépare, des questions au gouvernement qui vont arriver sur notre chaîne à partir du 2 octobre. C'est des moments forts et importants. Le 26 septembre. Première séance le 26 septembre. En exclusivité sur LCP. En exclusivité sur LCP, absolument. Et je leur dis, juste un mot sur cette session parlementaire qui a parfois été un peu chaotique avec des députés qui balbutiants, hésitants, ne connaissaient pas les codes. Est-ce que vous dites là, moi, président de l'Assemblée nationale, j'ai un groupe LREM, en tout cas, qui est en ligne, qui est prêt et qui est formé?
Oui, je pense que les uns et les autres ont pris leur marque dans cette assemblée, dans cette institution, et encore une fois dans tous les groupes, parce que vous savez, même le groupe Les Républicains, il y a des principal groupe d'opposition à 47 députés sur 100, presque la moitié, qui sont des nouveaux ou des nouvelles députés. Et par ailleurs, j'ai dit aussi, là plus concrètement, notamment pour les vice-présidents et vice-présidentes qui président les séances avec moi, que la période de rodage était terminée. Et vous appelez une fois en panique, on s'en souvient. Maintenant c'est terminé. Malheureusement, je pense que celles et ceux qui sont tentés de faire du bizutage, eux, auront peut-être envie de continuer. Mais là, moi, je les invite, comme toujours, ça, c'est la responsabilité individuelle de chaque député. Parce que à travers les chahuts, les claquements de pupitre ou ce genre de choses, c'est évidemment aussi l'image de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Évidemment, et beaucoup de machisme. Et c'est regardé évidemment par beaucoup de monde, évidemment, cette image des questions au gouvernement. François de Rugy, merci. Merci d'être venu avec nous, président de l'Assemblée nationale. Puis on va suivre de très près les groupes de travail sur toutes ces thématiques. Merci à Nicolas Vignol. Bien sûr, mec.org, bien sûr, c'est le débat des citoyens, c'est l'initiative citoyenne. Il y a un site internet, évidemment, allez jeter un œil sur les propositions. Pascal Bonnefille, c'est l'hémicycle, évidemment, avec ce prix.com, avec un site internet, évidemment, et puis Jean Garrigue, l'historien, les grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours, Armand Collin, histoire du Parlement de 1789 à nos jours, c'est dans 2007 chez Armand Collin. Il y avait une petite erreur de date. Merci à vous quatre, merci à Dany Laforge, merci à Charlotte Koblenz, à Soazic Bonvarlet, à toute l'équipe qui prépare cette émission. À la semaine prochaine, évidemment. Bonne soirée, bon week-end.